Le 12 mai 2022 est le jour où a eu lieu le plus grand événement astronomique. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques ont obtenu une photo du trou noir supermassif Sagittaire A étoile, tapi dans les profondeurs de la Voie lactée à une distance de 27 000 années-lumière de la Terre. Il n'est même pas nécessaire de mentionner l'importance de cette image, elle est évidente. Tout d'abord, cette photo constitue la preuve qu'il existe réellement dans notre galaxie un objet similaire à ceux que l'on trouve au centre d'autres amas stellaires semblables. Qu'est-ce que nous pouvons affirmer avec certitude à partir de cette image ? Quelles autres images incroyables ont changé notre compréhension des galaxies ? Et qu'est-ce qui, dans l'univers, dépasse les dimensions de notre Voie lactée des dizaines, voire des centaines de fois ? Hubble. Avec le développement des technologies de maintenant dans le domaine des recherches astronomiques, il devient possible d'observer des objets que les scientifiques n'auraient même pas rêvé de voir il y a encore 10 ans. Grâce à cela, un classement particulier des galaxies géantes est apparu, ainsi que la première image relativement nette d'un trou noir dans notre galaxie. Pourquoi était-il auparavant impossible d'observer le trou noir supermassif Sagittaire A étoile ? Pour expliquer cette omission, tournons-nous vers la terminologie. Qu'est-ce que Sagittaire A étoile du point de vue de l'astronomie ? Il s'agit d'une source radiocompacte émettant en rayons X, infrarouge et d'autres spectres. C'est aussi un trou noir supermassif d'une densité énorme. Compte tenu de la petite taille de l'objet ainsi que de son invisibilité, puisque même les photons de lumière ne peuvent pas s'échapper de l'antre de ce gouffre insatiable, il a fallu utiliser une optique sans précédent pour l'observer. Et voilà, c'est enfin arrivé. La photo du fantôme situé au centre de la Voie lactée a été prise par un télescope portant le nom historique de télescope de l'horizon des événements. C'est un projet planétaire, un réseau mondial composé de plusieurs stations d'interférométrie réparties sur toute la Terre. Les capacités de cet ensemble de télescopes dépassent largement celles des projets précédents. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Les 8 observatoires qui composent ce conglomérat constituent en fait une antenne extrêmement puissante, de la taille de la Terre. Ainsi, elle peut détecter des objets de très petite taille, bien sûr à l'échelle de l'univers. En termes astronomiques, cela signifie que nous pouvons observer des corps célestes de quelques dizaines de microsecondes d'arc. Par comparaison, imaginons avoir laissé un simple beignet au fond d'un cratère ou d'une mer lunaire. En utilisant l'antenne gigantesque du télescope de l'horizon des événements, les observateurs pourraient distinguer clairement cette pâtisserie sans quitter la Terre. À quoi ressemble le trou noir massif et super dense au centre de la Voie lactée ? Sur l'image, la lumière de fond crée un halo scintillant autour de l'objet. Cela correspond tout à fait à nos idées, car Sagittarius A est effectivement entouré d'un nuage de gaz dense et chaud dont le diamètre atteint presque 2 parsecs. D'où vient ce gaz ? Il est composé de la matière dont, pour ainsi dire, le trou noir se nourrit. Les étoiles voisines en sont les fournisseurs. D'ailleurs, les observations ont montré que les astres gravitent autour du trou noir à des vitesses incroyables, atteignant plusieurs dizaines de % de la vitesse de la lumière. Mais pouvons-nous, avec une optique aussi avancée, porter notre regard bien au-delà des limites de notre galaxie ? Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons, car l'univers recèle une multitude innombrable de secrets. Longtemps, la Voie lactée a été vue comme une galaxie très grande. Son diamètre est d'environ 100 000 années-lumière, bien que certains scientifiques avancent un autre chiffre, 1 million d'années-lumière. Mais comme on le sait, tout se comprend par comparaison. C'est pourquoi notre amas d'étoiles a perdu depuis longtemps son statut honorifique. À l'heure actuelle, 5 géants dominants ont été identifiés, bien que nous soupçonnions que la liste soit loin d'être définitive. Les galaxies dont il sera question maintenant dépassent de loin les dimensions de la Voie lactée et impressionnent également par d'autres caractéristiques étonnantes. La 5e place revient à la galaxie portant le nom de code 363-148. En son centre se trouve également une source radio extrêmement dense, le trou noir Hercule A.
La particularité de cet objet est qu'il est 1000 fois plus massif que Sagittaire A étoile, son poids atteignant 4 milliards de soleils. Dans l'ensemble, c'est l'un des trous noirs les plus impressionnants connus de la science. Pour détecter la galaxie mentionnée, il n'a pas été nécessaire d'utiliser le télescope de l'horizon des événements. Le bon vieux Hubble s'est parfaitement acquitté de cette tâche. Mais le rayonnement monstrueux émis par cet objet a été détecté à l'aide d'un réseau d'antennes géantes, un groupe de radiotélescopes situé dans l'État du Nouveau-Mexique. Les astrophysiciens sont convaincus que les jets infernaux émis par les galaxies apparaissent précisément grâce à leurs trous noirs, bien que ces phénomènes restent encore très peu étudiés. Où se trouve la galaxie elliptique 3C348 ? Croyez-moi, c'est très loin, à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Et pourtant, nous avons eu la chance de remarquer que cet objet émet 1 milliard de fois plus d'ondes radio que notre étoile. Il s'agit ainsi de l'une des sources radio-extragalactiques les plus brillantes du ciel observable. De plus, les jets relativistes émis par le centre galactique atteignent une distance d'1 million d'années-lumière. Le nom de la galaxie et du trou noir Hercule en son centre provient de la constellation du même nom, située à proximité. On pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait être plus monstrueux que la galaxie présentée. Cependant, à la 4e place de notre classement se trouve un objet encore plus impressionnant, portant le nom de code IC 1101. Sa distance est de plus d'1 milliard d'années-lumière. La galaxie elliptique supergéante, située dans la constellation de la Vierge, a longtemps reposé sur ses lauriers en tant que leader. Qu'est-ce qui pourrait être plus grandiose dans l'univers ? Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Ainsi, IC 1101 est l'une des galaxies toutes de l'énorme amas Abell 2029. Le diamètre de ce monstre est de 6 millions d'années-lumière et en termes de largeur, cette galaxie reste la première parmi les autres conglomérats stellaires. Les autres caractéristiques de IC 1101 sont tout aussi impressionnantes. Prenons la Voie lactée comme référence. La galaxie mentionnée est 20 fois plus massive et 60 fois plus grande que la nôtre. Dites-moi, pouvez-vous imaginer de telles dimensions ? Si elle se trouvait à la place de la Voie lactée, elle aurait facilement englouti la nébuleuse d'Andromède, les 2 nuages de Magellan et, pour finir, la galaxie du Triangle. Comment se fait-il que IC 1101 ait atteint des dimensions aussi incroyables ? Les astrophysiciens pensent que cela a été précédé par de multiples collisions et fusions de plusieurs grandes galaxies. C'est amusant, mais au XVIIIe siècle, lorsqu'elle a été découverte, l'objet a été pris à tort pour une nébuleuse en raison de ses dimensions incroyables. Quel monstre cosmique occupe donc la 3e place ? Faites connaissance, voici la galaxie radio-lenticulaire Uppsala General Catalogue 9555, située à 820 millions d'années-lumière de notre planète. Les astronomes sont également convaincus que cet objet est apparu à la suite de la fusion de groupes d'étoiles plus modestes. Voulez-vous connaître la taille de ce monstre ? S'il vous plaît. En diamètre, la galaxie atteint presque 8 400 000 années-lumière, ce qui est 83 fois plus grand que la Voie lactée, c'est code Voie lactée. L'objet portant l'indice Uppsala General Catalogue 9555, découvert par un système optique Low Frequency Array quelque peu obsolète, fait à son tour partie d'un amas densément peuplé de ces mêmes monstres célestes. Compte tenu des résultats combinés des recherches en zone et des observations, les astronomes sont convaincus qu'au centre de chaque galaxie se trouve un trou noir massif émettant des ondes radio, par analogie avec la Voie lactée et son Sagittaire A étoile. Nous invitons les âmes sensibles à cesser de regarder, car de grandes sommités vont entrer sur l'arène cosmique. Si une navette spatiale décidait de traverser la galaxie Trici 236, il lui faudrait 15 millions d'années-lumière, soit 4,5 millions de mégaparsecs, pour y parvenir. C'est précisément le diamètre de cet amas stellaire. La radiogalaxie appartient à la classe Fanarov-Rayleigh 2 et elle est l'une des plus grandes jamais découvertes à ce jour.
Comme on pouvait s'y attendre, en son centre se trouve une source radio ultra compacte, c'est-à-dire un trou noir qui émet activement des jets de haute énergie. La longueur des jets mortels atteint presque 15 millions d'années-lumière. Quelle chance que le cœur de la Voie lactée abrite un objet beaucoup plus équilibré, sinon l'existence de l'humanité aurait pu être remise en question. Quel télescope a participé à la découverte de 3C236 ? C'est encore le même, le Low Frequency Array. Lors de l'observation, les scientifiques ont remarqué plusieurs zones chaudes étranges d'origine inconnue sur les jets relativistes. D'où viennent-elles et que peuvent-elles signifier ? Plusieurs hypothèses ont été avancées, dont celle d'une perturbation du processus d'accrétion de la matière. Et voici notre champion. La cerise sur le gâteau, c'est la plus grande galaxie de l'univers que nous ayons jamais pu observer. Son nom est Alcyon. L'amas a été découvert en février 2022. Le diamètre de l'objet est de 5 mégaparsecs, soit 16,3 millions d'années-lumière. À côté de ce monstre, notre propre Voie lactée semblerait n'être qu'un minuscule point. Des galaxies d'une telle taille sont un mystère non résolu du macrocosme. Comment se forment-elles ? Qu'est-ce qui les pousse à atteindre de telles dimensions incroyables ? Est-ce simplement parce que certaines galaxies fusionnent entre elles, ou bien la réponse se trouve-t-elle ailleurs ? Ces questions restent encore sans réponse. Presque chaque géant se caractérise par des émissions de jets relativistes meurtriers, ce qui confirme une fois de plus la présence de trous noirs actifs dans les régions centrales des amas stellaires. Il est remarquable que pratiquement toutes les galaxies mentionnées soient assez anciennes. C'est pourquoi nous découvrirons inévitablement d'autres structures géantes. Ce n'est que le début de recherches passionnantes. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Les astrophysiciens sont ravis. En effet, l'étude d'immenses amas d'étoiles, en particulier ceux avec des trous noirs actifs, offrira une clé pour comprendre la mécanique de nombreux processus dans l'univers qui, malheureusement, nous échappent encore. Quelles pensées vous viennent à l'esprit lorsque l'on parle de la population humaine ? N'est-ce pas vrai qu'il arrive parfois d'avoir des sentiments partagés ? D'un côté, au cours de son existence, l'humanité a atteint des sommets de progrès considérables. Nous avons appris à soigner des maladies mortelles, créé de nombreuses machines intelligentes, détourné le cours des rivières, transformé des terres infertiles en jardins florissants, conquis les sommets des montagnes et exploré les fonds marins. D'un autre côté, l'humanité n'est mentalement pas allée beaucoup plus loin que les tribus barbares, qui tentent sans cesse de conquérir des territoires étrangers, tuent au nom de dieux imaginaires et agissent selon la loi du plus fort. C'est peut-être une autre réponse au célèbre paradoxe de Fermi. Ils ne sont pas là parce que personne ne veut avoir affaire à nous. En effet, la grande majorité des habitants de la Terre sont trop agressifs et primitifs. Il pourrait falloir des siècles pour corriger cet aspect. Pendant ce temps, le progrès est implacable. Il ne se soucie pas des doctrines morales. C'est pourquoi nous poursuivons avec persévérance la recherche de nos semblables dans l'espace froid. Récemment, une nouvelle étonnante a fait le tour du monde. Une autre planète a été découverte près de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Peut-être que la vie y existe déjà ? Proxima du Centaure est située à environ 4 années-lumière de la Terre. Apparemment, c'est pour cela qu'elle porte ce nom, car Proxima signifie « la plus proche » en latin. Cet astre se distingue par sa taille modeste, son diamètre dépassant d'1,5 fois celui de Jupiter. Si l'on compare Proxima du Centaure à notre Soleil, elle est 8 fois moins massive et son diamètre est 7 fois plus petit. Dans l'ensemble, le système est composé de 3 étoiles. 2 d'entre elles sont situées assez près l'une de l'autre. Quant à Proxima, elle se trouve actuellement à près de 2 milliards de kilomètres des autres membres du trio stellaire. La plus grande, bien plus massive que notre Soleil, est Centaure A. Sa partenaire la plus proche est environ 2 fois plus petite, tandis que Proxima est la plus minuscule comparée à ses voisines éloignées. C'est pourquoi il est impossible d'observer l'étoile sans utiliser d'optique spéciale. Qu'est-ce que la découverte de cette petite étoile, qui a eu lieu d'ailleurs en 1915, nous apporte ? Auparavant, Centaure A était considéré comme l'astre le plus proche du Soleil. Plus tard, un système planétaire a été découvert près de Proxima du Centaure.
Évidemment, comme toujours dans de tels cas, les astronomes ont commencé à supposer s'il y avait une vie biologique, ne serait-ce que sur l'une de ces planètes. Cela semble peu probable, car Proxima du Centaure est une naine rouge, une étoile extrêmement instable dont la vie est constamment accompagnée d'émissions d'une quantité incroyable d'énergie, détruisant tout sur son passage. Il faut comprendre que l'existence d'une naine rouge est un véritable enfer, aussi bien pour elle-même que pour les objets qui l'entourent. Proxima du Centaure appartient aux étoiles à longue durée de vie. Les naines rouges vivent pendant des dizaines de milliers de milliards d'un milliard d'années, restant plus longtemps sur la séquence principale sans se transformer en d'autres types d'astres. Ainsi, une fois apparue, la vie sur les planètes proches de telles étoiles a certaines chances de progresser davantage. C'est probablement là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Les naines rouges sont très faibles en luminosité. Par exemple, la luminosité de Proxima du Centaure est 10 000 fois inférieure à celle de notre Soleil. Cela signifie qu'une exoplanète potentielle doit être assez proche de l'étoile, sinon elle ne recevra pas assez de lumière et de chaleur pour que la vie apparaisse. Une telle condition entraîne le problème suivant. La capture gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque un corps moins massif s'approche trop près d'un corps plus grand, il est obligé de lui présenter constamment la même face. Un phénomène similaire est aussi visible dans le système solaire. Par exemple, pensez à notre satellite immuable, la Lune. Quelles sont les conditions physiques possibles à la surface d'une planète en verrouillage gravitationnel ? Sur une de ses faces, les océans de lave bouilliront, tandis que dans les hémisphères ombragés, une ère glaciaire éternelle régnera. Mais quel est le principal obstacle à l'apparition de la vie sur les planètes autour des naines rouges ? C'est l'activité excessive de ces astres. Les éruptions radioactives stérilisantes sont capables de détruire toute forme de vie naissante dès le début. À quoi peut-on comparer cela ? Imaginez que notre Soleil se transforme en géante rouge pendant plusieurs milliers d'années, puis revienne ensuite à sa taille initiale. Devinez ce qui se passera sur Terre durant cette période. En fait, une naine rouge ressemble à une femme au tempérament instable pendant une crise hormonale. Il est impossible de prédire quand aura lieu la prochaine éruption dévastatrice. Tout cela, c'est la théorie. Et en pratique ? En raison de sa relative proximité avec nous, Proxima du Centaure et son système planétaire ont été relativement bien étudiés. De plus, chaque année, de nouveaux détails sont découverts. On sait que dans la soi-disant zone de boucle d'or, le secteur d'habitabilité de l'étoile, plusieurs planètes gravitent. La découverte d'objets aussi petits a demandé d'énormes efforts aux scientifiques. Pour cela, toutes les méthodes d'observation indirecte ont été utilisées, notamment celle des vitesses radiales. Quel est ce principe ? En fait, les planètes, même les plus petites, exercent une influence sur leurs étoiles, déplaçant leur centre de gravité. Cela était perceptible grâce à l'effet Doppler. En observant le déplacement des raies spectrales avec un spectrographe précis et en mesurant les variations de vitesse, les astronomes ont révélé un système planétaire autour de la naine rouge Proxima du Centaure. Pour l'observation, le télescope Very Large Telescope et le spectrographe spécialisé Espresso ont été utilisés. Mais malgré la grande précision de ces équipements intelligents, les scientifiques ont longtemps douté. Il est possible qu'il ne s'agisse que de variations périodiques de la luminosité de l'étoile. Les craintes ne se sont pas confirmées, c'est pourquoi les catalogues se sont enrichis d'un nouvel objet du système stellaire, Proxima d. À ce jour, 3 planètes de taille et de caractéristiques différentes ont été découvertes autour de Proxima du Centaure. La dernière a été détectée en février 2022 comme déjà mentionné. C'est un groupe d'astronomes de l'Observatoire européen austral situé au Chili qui l'a fait. Les scientifiques avaient annoncé l'existence de Proxima S 2 ans plus tôt. À quoi ressemble la nouvelle planète découverte, Proxima d, selon les astronomes ? Elle orbite presque collée à son étoile parente à seulement 4 millions de kilomètres. C'est 10 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. En conséquence, une année sur Proxima d ne dure que 5 jours. Sa masse est extrêmement faible, environ un quart de celle de la Terre, ce qui fait de Proxima d la moins massive de toutes les planètes de ce type découverte. Ainsi, il s'agit d'un objet de petite taille et de masse négligeable. Ses voisines, Proxima b et Proxima c, gravitent un peu plus loin de leur étoile mère.
Sur la première, l'année dure 11 jours, sur la seconde, 5 ans terrestres. Proxima d se trouve-t-elle dans la zone habitable de son étoile? C'est un sujet de débat actif, mais la plupart des scientifiques s'accordent à dire que non. Elle orbite trop près de la géante rouge. On suppose que la température à sa surface est d'environ 87 degrés Celsius. Cela pourrait-il constituer un obstacle au développement de la vie sur la planète? Si l'on se rappelle que même dans les geysers bouillants de la Terre vivent des bactéries extrémophiles, alors probablement non. Mais l'essentiel que les astronomes veulent transmettre au monde est le suivant. Autour de notre étoile la plus proche gravite toute une multitude de mondes différents, allant de super-Terre à de minuscules planètes presque sans poids. Cela inspire de l'optimisme et le désir de poursuivre les recherches. Et pour finir, le plus intéressant. A-t-on déjà détecté des signaux provenant des profondeurs du système stellaire Proxima du Centaure? Il s'avère que oui. En décembre 2020, le signal a été nommé BLC1. Et les chercheurs ont aussitôt commencé à l'étudier de près. Un salut inattendu du système Proxima du Centaure a été reçu à l'aide du télescope de l'Observatoire australien de Parkes. Le programme correspondant a été lancé dès 2015 et son objectif était la recherche de signaux extraterrestres. Il est évident que le premier objet visé par les astronomes a été l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Et voilà, après 5 longues années, le résultat a été obtenu. Un signal, dont la largeur de spectre était d'1 GHz, a été jugé impossible à reproduire par un objet astrophysique d'origine naturelle. De plus, les scientifiques affirmaient que la source du signal ne pouvait en aucun cas se trouver sur notre planète. Son intensité variait, ce qui témoignait très probablement d'une rotation orbitale de l'objet émettant le signal. Le message extraterrestre a été transmis pendant 30 heures. Les astrophysiciens ont également écarté comme cause d'éventuels échos accidentels de satellites artificiels ou d'avions de passage, car cette fréquence n'est pas utilisée par ces objets. Cela signifie-t-il que, pour la première fois depuis le célèbre signal WOW, nous avons de nouveau capté les sons d'une civilisation hautement développée? Malheureusement, non. Par la suite, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que BIL, Cyan, avait tout de même une origine terrestre. Il est possible que tout cela soit dû au processus d'intermodulation au cours duquel deux fréquences se mélangent et produisent des interférences de radio. Quelle déception! On a encore une fois envie de demander « alors où sont-ils tous ?» Est-il prévu de poursuivre l'exploration du système stellaire Alpha du Centaure? Dans un avenir lointain, oui, une navette interstellaire pourrait être envoyée vers notre voisine la plus proche. Mais il faudra voyager plus de 1000 ans à moins d'utiliser un moteur nucléaire, bien sûr. Pour comparaison, la sonde Voyager à 17 km par seconde mettrait environ 74 000 ans à atteindre l'étoile. Si le progrès se poursuit, un moteur à impulsion nucléaire pourrait limiter le voyage vers Proxima du Centaure à 1 siècle. Ce ne sont là que quelques idées. Que diriez-vous des microsondes? Un projet appelé Breakthrough Starshot propose d'envoyer vers la cible tant convoitée un essaim de petites sondes voyageant à une vitesse équivalente à 20% de celle de la lumière. Des grappes de laser terrestres leur donneraient l'impulsion nécessaire. Si le projet devenait réalité, nous aurions déjà, dans la première moitié de ce siècle, des données sur le système planétaire de Proxima du Centaure. Mais il faudrait attendre 4 longues années pour que les informations nous parviennent. Étant donné que l'humanité a déjà plus qu'assez de problèmes terrestres, cela vaut-il la peine d'aller dans cette direction et de continuer à chercher des exoplanètes habitables? Les scientifiques en sont convaincus. Avant l'invention des premiers télescopes, les idées des gens sur l'apparence des planètes et d'autres objets cosmiques reposaient uniquement sur des suppositions et, bien sûr, sur une grande imagination. Aujourd'hui, les temps ont complètement changé. Nous disposons de technologies avancées qui nous permettent d'obtenir des informations précises. Nous avons désormais de nombreuses images de l'univers, y compris du Soleil et de différentes planètes. Regardons maintenant ces images étonnantes qui frappent l'imagination.
On peut considérer le Soleil comme une énorme et puissante bombe dans notre système planétaire. Chaque seconde pédant, il libère une quantité d'énergie équivalente à celle d'1 trillion de bombes nucléaires. Notre étoile principale représente plus de 98% de la masse totale du système solaire. D'incroyables images du Soleil ont été prises par l'un des observatoires spatiaux de la National Aeronautics and Space Administration, appelé Observatoire de la dynamique solaire. Cela s'est produit relativement récemment, en août 2021. À ce moment-là, un moment vraiment unique a pu être capturé. Une petite partie de la matière semblait s'être détachée du Soleil et être restée immobile pendant un certain temps. Cette éjection de masse très dangereuse, après être restée en suspension, s'est déplacée à une vitesse de 1448 km par seconde. Comme on le sait, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Il a toujours éveillé un vif intérêt chez les chercheurs comme étoile principale. La sonde spatiale Messenger a été le premier engin à se mettre en orbite autour de Mercure. Là-bas, nous avons pu observer la surface de la planète qui était couverte de cratères de différentes tailles. Nous voyons clairement aussi les endroits où des astéroïdes sont tombés. Parmi eux, par exemple, le cratère Van Eyck. Regardez maintenant ces images datées d'avril 2015. Ici, on voit la mesure spectrale de la surface de Mercure. En tout, la sonde Messenger a pu obtenir environ 200 000 images de Mercure sous différents angles, dont beaucoup en haute résolution. Après avoir accompli toutes ces missions, l'appareil s'est écrasé sur la surface de la planète. Bien sûr, c'était voulu, car Messenger n'aurait pas eu assez d'énergie pour revenir sur Terre. Vous pourriez penser que Mercure est la planète la plus chaude du système solaire, puisqu'elle est la plus proche de notre étoile principale. Cependant, il existe des planètes avec des températures de surface bien plus élevées, comme Vénus. C'est aussi la planète la plus proche de la Terre. Vénus possède sa propre atmosphère. Sa couche est 90 fois plus épaisse que celle de la Terre. Elle est principalement composée de dioxyde de carbone. C'est précisément à cause de son atmosphère que des températures infernales règnent à la surface de Vénus. Le développement soviétique Venera 13 était destiné directement à l'étude de la planète. Le 1er mars 1982, l'appareil est devenu le premier à pouvoir prendre des photos en couleur de Vénus et à les envoyer sur Terre. La température à la surface de la planète atteint 470 degrés Celsius. La conception même du module prévoyait qu'il pourrait fonctionner pendant environ une demi-heure. Cependant, il a été construit comme une sorte de réservoir, ce qui a permis de maintenir son efficacité pendant 2 heures après l'atterrissage sur Vénus. En 1990, un appareil de la National Aeronautics and Space Administration appelé Magellan a été envoyé vers cette planète afin de cartographier toute sa surface. En conséquence, nous avons obtenu la preuve que le volcanisme, le mouvement des plaques tectoniques, les effets des vents ainsi que des kilomètres de traces de lave sont présents sur Vénus. L'une de ces traces de lave mesure près de 8000 km de long. Et maintenant, regardez une autre image unique du plus haut volcan de Vénus, le mont Maat, qui culmine à 5 km. À la fin de sa mission, Magellan, comme beaucoup d'autres sondes, s'est simplement écrasé à la surface de la planète. Comme vous le savez, la Terre est la 3e planète à partir du Soleil. C'est la seule planète du système solaire où la vie existe. Je pense qu'une simple photo de notre planète depuis l'espace ne va pas vous surprendre, mais nous allons essayer. Regardez cette photo de la Terre, prise par un télescope plus moderne de la National Aeronautics and Space Administration, en haute résolution, à une distance de 35 000 km. Nous voyons l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et la Lune, apparus par hasard dans le cadre. Et il y a 2 ans, la National Aeronautics and Space Administration a réussi à capturer une éclipse solaire totale à l'aide du satellite GOES-16. Mais ce n'est pas tout. En lointaine 2011, le satellite ElectroL a pris une autre photo détaillée de la Terre, montrant cette fois l'Afrique et l'Eurasie. Qu'en est-il de Mars ? Cette planète étonnante fascine les scientifiques depuis de nombreuses années. On l'appelle aussi la planète rouge. En 1979, la sonde Viking 1 a été envoyée vers Mars, nous offrant de nombreuses photos détaillées de la planète, comme celle-ci. Après Viking 1, Viking 2 a été envoyé vers Mars, et il a capturé les plaines polaires du Sud ainsi que les sommets glacés des pôles. En 2013,
L'Agence spatiale européenne a fourni de nombreuses images détaillées d'Echu Chasma, une fissure sur le haut plateau Lunae Planum, qui constitue également la partie la plus au nord de la vallée de Mariner. Nous avons aussi des images de Mars provenant d'autres appareils, par exemple de Curiosity, qui a fourni des images panoramiques de la planète composées d'autres clichés. Passons à la plus grande planète de notre système, Jupiter. Il se distingue des autres planètes non seulement par sa taille, mais aussi par sa grande tache rouge. Il s'agit d'un tourbillon atmosphérique qui, au fil des années d'observation, a périodiquement changé de forme et de couleur. Il est remarquable que la grande tache rouge soit plus grande que la Terre. Il y a 5 ans, la sonde spatiale Juno est passée à une distance de 9000 km de ce tourbillon atmosphérique. En conséquence, nous avons une image de la grande tache rouge prise à la distance la plus proche possible. Mais Juno ne s'est pas arrêtée là et a pris des photos des régions polaires de Jupiter. Ces photos sont uniques car ces régions sont inaccessibles à l'observation depuis la Terre. Les chercheurs ont été frappés par le fait qu'il y a 8 tourbillons dans la partie nord de Jupiter qui sont en rotation constante. En novembre 2018, Juno a fourni une nouvelle photo à couper le souffle. Regardez-moi ça. Il y a 3 ans, en juin 2019, grâce au télescope Hubble, nous avons obtenu une autre image de la grande tache rouge qui, selon les chercheurs, diminue de taille. Passons maintenant à Saturne. Grâce à ses anneaux remarquables, cette planète ne peut être confondue avec aucune autre. Nous avons les images les plus célèbres de Saturne grâce à la sonde interplanétaire automatique Cassini-Huygens. En 2002, à une distance de 285 millions de kilomètres de la planète elle-même, cette image a été prise. 2 ans après, nous avons reçu une nouvelle image, cette fois de plus près. Et voici une photo de Saturne que vous n'avez peut-être jamais vue sur Internet. C'est le moment où le Soleil est éclipsé par Saturne. Nous avons également une image unique de l'hémisphère nord de Saturne. On y voit des tourbillons hexagonaux dont la nature était encore inconnue des scientifiques. Il y a 5 ans, en 2017, Cassini était proche de terminer sa mission. L'appareil devait se désintégrer, mais avant, nous avons reçu une image de la surface de Saturne prise de très près. Uranus était la 7e planète à partir du Soleil. Voyager 2 a pris une photo de cette planète en 1990. La photo a été obtenue grâce à l'utilisation de 3 filtres colorés. En juillet 2004, grâce au télescope Keck, une autre image d'Uranus a été créée, où l'on peut voir ses anneaux. Nous pouvons également y remarquer une tache brillante. Uranus a aussi été photographié par Hubble. Nous avons reçu une photo en couleur montrant une forte teinte rouge des anneaux. Déjà en 2017, le télescope a également capturé des taches claires sur Uranus. Et maintenant, passons à la 8e planète la plus éloignée du Soleil, Neptune. En raison de cette distance, le seul engin qui a pu s'approcher de la planète est Voyager 2. Regardez cette photo, ici vous pouvez voir une énorme tempête. Voyager 2 comptait poursuivre sa mission dans l'espace interstellaire. Mais avant cela, il a pris une image de la surface de Neptune à une distance très rapprochée. On peut y distinguer des bandes de nuages atmosphériques. Le télescope Hubble nous a également fourni des images relativement récentes de Neptune en 2020. Ici, vous pouvez remarquer une énorme tache sombre. Bien que Neptune soit éloigné, l'Observatoire européen austral a pu obtenir une image de Neptune depuis la Terre grâce au mode à champ étroit de l'optique adaptative de son instrument spectroscopique. Et maintenant, passons à l'objet céleste le plus controversé de notre liste. Pluton, qui n'est plus considérée comme une planète à part entière du système solaire. Elle est désormais classée comme une planète naine. New Horizons, en juillet 2015, nous a fourni une image en couleur de Pluton. Cette photo a été obtenue grâce à la combinaison de 3 autres images, rouge, bleu et infrarouge. Nous avons également reçu d'autres images de haute qualité de Pluton grâce à New Horizons, sur lesquelles nous pouvons voir des montagnes recouvertes de glace.
Son satellite Charon a également été photographié. Nous n'avons pas encore reçu d'images de nombreux objets cosmiques dans l'univers qui présentent un intérêt particulier pour la communauté scientifique. Cependant, nous pouvons désormais profiter des images des planètes de notre système solaire. Vous avez sûrement déjà entendu cette affirmation. Dans l'immensité de l'univers, chaque région devrait contenir des corps célestes. C'est le paradoxe photométrique. Il existe aussi un paradoxe au nom intéressant, le paradoxe de la mort thermique. Lorsque l'état d'équilibre thermodynamique est atteint, les étoiles dans l'univers disparaissent. Il existe un autre paradoxe étonnant. Il s'appelle le paradoxe du ciel rouge. Nous n'en savons pas autant à son sujet. On a commencé à écrire sur ce paradoxe qu'en 2020. Les scientifiques se demandent pourquoi l'étoile de notre système n'est pas une naine rouge. Avec une explication aussi intrigante, nous risquons seulement de vous embrouiller. Installez-vous donc confortablement. Nous allons essayer de comprendre ensemble en quoi consiste ce paradoxe. Notre planète est unique en ce sens que c'est ici qu'est apparue la vie intelligente. La communauté scientifique essaie de déterminer quels facteurs ont contribué à cela. L'étoile principale de notre système, c'est-à-dire notre Soleil, a joué un rôle important dans ce processus. Elle appartient à la classe des naines jaunes. Notre étoile peut être considérée comme unique à certains égards. En effet, la majorité, environ 85% des étoiles similaires dans l'univers, sont des naines rouges avec une masse relativement faible, pouvant représenter jusqu'à la moitié de la masse totale du Soleil. De plus, leur durée de vie dépasse celle des naines jaunes. Nous connaissons des planètes situées près des naines rouges et sur lesquelles la vie pourrait potentiellement apparaître. Puisque les naines rouges existent beaucoup plus longtemps, elles peuvent offrir à une planète habitable une durée de vie plus longue. Dans ce cas, il est extrêmement intéressant pour nous de savoir pourquoi dans notre système, le Soleil n'est pas une naine rouge. Voici l'essence du paradoxe du ciel rouge. Penser qu'une naine jaune dans notre système est une coïncidence semble évident, mais ce n'est pas si simple. Et si c'était justement ce type de naine qui s'était avéré le plus favorable au développement de notre planète dans notre cas? Oui, la plupart des étoiles appartiennent à la catégorie des naines rouges. Mais qu'en est-il des étoiles qui se trouvent près de nous? La tendance reste la même. Nous voyons des astres qui appartiennent à cette catégorie. Il s'avère que nous sommes en fait entourés uniquement d'eux. Et le plus étonnant, c'est que, depuis la Terre, à l'œil nu, nous ne verrons aucune étoile de ce type. Mais comment est-ce possible? La réponse est assez simple. Les naines rouges sont de petite taille, et leur niveau de luminosité est assez faible. Dans le ciel nocturne, nous ne voyons pas toutes les étoiles, même si parfois cela paraît le contraire. C'est simplement que la luminosité de certaines étoiles n'est pas assez forte pour que nous puissions les distinguer depuis la Terre. Et tandis que des groupes de certaines étoiles naissent et meurent, les naines rouges continuent de vivre. Selon les scientifiques, les étoiles de cette catégorie n'ont pas encore vécu assez longtemps pour avoir terminé leur cycle de vie. Habituellement, elles disparaissent, par exemple, lors de collisions avec un autre corps céleste. Sinon, même les plus anciennes étoiles de cette catégorie existent toujours. Au cours de notre récit, vous avez peut-être eu une question légitime. Nous parlons de certaines étoiles, mais le phénomène que nous discutons s'appelle le paradoxe du ciel rouge. Alors pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce que si, au lieu du soleil, nous avions une naine rouge, la couleur du ciel changerait aussi? En réalité, non. Voici le soleil, même s'il appartient à la catégorie des naines jaunes, il ne rend pas notre ciel jaunâtre. Et d'ailleurs, notre étoile elle-même, à l'œil nu, paraît généralement blanche dans la plupart des cas. Autrement dit, il s'agit ici de la plage de couleurs visible pour nous. En général, la couleur d'une étoile dépend de sa température. Les étoiles oranges ont les températures les plus basses, tandis que les étoiles bleues ont les plus élevées. La question de la classification d'une étoile n'est pas toujours évidente. Dans certains cas, la teinte peut être légèrement différente, c'est pourquoi l'étoile est alors placée dans un groupe particulier d'une certaine classe. Par exemple, si nous regardions Proxima du Centaure, qui appartient aux naines rouges, de près elle nous semblerait plutôt orange que rouge.
Par conséquent, il ne faut pas prendre les noms des classes d'étoiles trop au pied de la lettre. Et qu'est-ce qui influence la couleur du ciel ? Ici, beaucoup de choses dépendent de la couche atmosphérique. La couleur est formée par un ensemble de facteurs, donc nous ne pouvons pas parler de changements radicaux uniquement en présence d'une naine rouge comme étoile principale. Au début, nous avons parlé de l'une des solutions au paradoxe du ciel rouge. Cependant, ici, nous n'avons pas considéré la probabilité d'apparition de la vie sur des planètes autour des naines rouges et jaunes. Par défaut, elle était la même pour toutes les planètes. En réalité, la probabilité de l'apparition de la vie sur des planètes dont l'étoile principale est une naine rouge est bien plus faible que pour les autres classes d'étoiles. Nous avons des preuves assez solides à ce sujet. Le niveau d'activité des jeunes naines rouges est beaucoup plus élevé, ce qui entraîne un plus grand nombre d'éruptions. Cela empêche la vie d'apparaître sur les planètes voisines. En raison des températures plus basses de cette classe d'étoiles, la zone où l'eau peut rester à l'état liquide est très réduite. Si une planète se trouve très près d'une telle étoile, il est très probable qu'elle se retrouve en rotation synchrone. En d'autres termes, elle présentera toujours la même face à l'étoile. Vous comprenez donc que, dans ces conditions, un développement normal de la vie sur la planète est impossible. Pour cette même raison, les naines rouges n'ont pratiquement pas de planètes géantes. Pourquoi est-ce important ? En fait, la présence d'une planète de taille gigantesque dans un système a un effet positif sur les planètes habitables. Elles, par exemple, protègent cette planète par leur taille, arrêtant les météorites et autres corps célestes. Ainsi, tout cela n'empêche pas la vie de se développer. Pour résumer ce qui a été dit, nous pouvons nous rappeler du scientifique David Kipping, qui affirme que la probabilité de l'apparition d'une planète habitable dans un système avec une naine rouge est 100 fois plus faible que dans les systèmes avec d'autres types d'étoiles. Il convient de noter que nous ne pouvons pas qualifier cette information de précise, car beaucoup de choses restent inconnues et nécessitent des recherches supplémentaires. Il existe une autre solution au paradoxe du ciel rouge. Elle s'appelle la fenêtre réduite pour la vie complexe. L'idée est que la vie sur une planète autour d'une naine rouge n'a tout simplement pas eu assez de temps pour apparaître. Bien que les étoiles de cette classe soient dans les plus durables, le rôle décisif ici est joué par ce qu'on appelle une étoile préséquence principale, ou en abrégé une étoile préséquence principale. C'est une phase du cycle de vie d'une étoile qui se produit avant que l'étoile ne commence à fusionner l'hydrogène. De telles étoiles peuvent également posséder un champ magnétique puissant. Leur niveau de luminosité peut aussi être plus élevé que lors de la phase suivante. Le plus important, c'est que la durée d'existence des étoiles préséquence principale peut atteindre 1 milliard d'années. Que deviennent les planètes proches d'une telle étoile ? Là où la vie pourrait potentiellement apparaître, un effet de serre constant se produit. En conséquence, les surfaces se réchauffent à des températures telles que l'existence d'organismes vivants devient impossible. Une telle phase existe aussi chez les naines jaunes, dont fait partie le Soleil, mais sa durée est nettement plus courte. Pendant ce temps, la possibilité de développement de la vie sur l'une des planètes dans la zone habitable subsiste. Mais il reste une dernière option pour résoudre notre paradoxe, le faible nombre de points rouge pâle. Le plus souvent, les objets d'observation sont les naines ayant les masses les plus importantes, car leur niveau de luminosité facilite les recherches. Les résultats montrent qu'environ 16% des naines rouges étudiées possèdent des exoplanètes dans leur zone habitable. Le problème, c'est que les naines rouges moins massives sont peu étudiées. Par conséquent, il se peut qu'il n'y ait pas de telles planètes dans leur zone habitable. En tenant compte de ce fait, nous pouvons supposer que la probabilité de trouver des planètes rocheuses dans la zone habitable d'une naine rouge est 100 fois plus faible que pour les étoiles jaunes. En conséquence, la vie y est aussi très rare. À mesure que la technologie progresse, nous pourrons étudier les naines rouges, même les moins massives. Cela nous aidera à déterminer plus précisément s'il y a des exoplanètes autour d'elles. Nous aurons alors la possibilité d'évaluer la probabilité de l'apparition de la vie sur celle-ci. Le paradoxe du ciel rouge deviendra probablement le principal sujet de recherche à l'avenir. Ce n'est pas surprenant, car cela nous aidera à savoir quelle est la probabilité de l'existence de planètes habitables dans l'univers. Voici le télescope spatial de nouvelle génération, James Webb.
Toute l'humanité éclairée attendait avec impatience sa mise en service. À l'heure actuelle, c'est l'appareil optique le plus performant jamais lancé par les terriens. Quelle mission ce télescope innovant doit-il accomplir? De quels instruments est-il équipé? Quelles photos a-t-il déjà envoyées sur Terre? Et pourquoi ne pouvait-on pas se contenter du bon vieux Hubble, éprouvé et fiable? Nous allons répondre à toutes ces questions de façon concise et claire. Le lancement du télescope James Webb, qui a eu lieu le 25 décembre 2021, s'est déroulé sans le moindre problème. On peut attribuer cela à la chance qui ce jour-là a souri aux employés de la National Aeronautics and Space Administration ainsi qu'à ceux des agences spatiales européennes et canadiennes. On peut aussi en tirer la conclusion évidente qu'au fil des années, nous avons finalement appris à organiser de tels événements de manière compétente. Quoi qu'il en soit, la fusée Ariane 5, évolution cryotechnique type A, a placé le télescope à l'altitude requise, avec l'accélération nécessaire et sous l'angle approprié, après quoi l'appareil s'est lancé dans un long voyage de 30 jours vers son orbite, au point de Lagrange L2, où il pourra fonctionner avec succès pendant de nombreuses années, surveillant les coins les plus reculés de l'univers. Bien que James Webb soit déjà arrivé sur place, il faudra encore plusieurs mois pour le mettre pleinement en service. Par conséquent, il est assez probable que l'appareil ne sera lancé qu'à l'été 2022. D'ici là, il sera nécessaire de calibrer les 18 segments du miroir du télescope afin qu'ils fonctionnent ensemble comme un seul grand miroir et de refroidir l'équipement à la température requise, soit près de moins 270 degrés Celsius, ce qui prendra au moins plusieurs semaines. Tout d'abord, répondons à la question suivante. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas suffi de l'outil assez efficace appelé Hubble, qui nous sert fidèlement depuis plus de 30 ans? Le principal secret réside dans la plage d'observation. Si Hubble observe l'univers dans les spectres ultraviolets proches et infrarouges, James Webb effectuera des observations dans la plage allant de l'infrarouge à grande longueur d'onde à l'infrarouge moyen. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Le nouveau télescope regardera là où se formaient les premières étoiles et galaxies, là où aucun appareil terrestre n'a jamais pu voir. Le deuxième avantage de James Webb par rapport à Hubble, c'est que le premier ne sera pas gêné par l'atmosphère terrestre, donc la capacité de résolution de son optique sera 10 fois supérieure. Quelles sont les missions que James Webb est censé accomplir ? Avant tout, il portera son attention sur les régions où, selon l'hypothèse traditionnelle, le Big Bang a eu lieu. C'est précisément là que les scientifiques espèrent-on capter la première lumière de l'univers, voyageant depuis des milliards d'années, puis depuis les étoiles et les galaxies. James Webb examinera également les systèmes stellaires à la recherche d'exoplanètes, où il pourrait être possible de détecter la vie sous toutes ses formes. Ce télescope avancé pourra même observer les satellites de ces planètes. La seule chose que James Webb ne peut pas faire, c'est obtenir une image des objets découverts. Cela deviendra possible vers les années 2030, lorsque l'humanité lancera l'appareil Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Ensuite, Webb mettra l'accent sur le processus de formation des galaxies, des plus anciennes à celles qui sont apparues environ 400 millions d'années après le Big Bang. Aucun télescope n'a encore accompli cette tâche, en raison de l'impossibilité de voir dans l'infrarouge. Et qu'en est-il de notre système stellaire ? Est-ce que James Webb va vraiment l'ignorer ? Bien sûr que non. Le télescope examinera de près les satellites des planètes géantes, sous la croûte desquelles on suppose des océans déchaînés existent. Il s'agit d'Europe et d'Encelade. James Webb étudiera également en détail les petits corps du système solaire. D'autant plus qu'au point de Lagrange L2, ni la Terre ni la Lune ne le gêneront, puisqu'elles seront situées derrière l'appareil. Quel équipement installé à bord de James Webb aidera à accomplir consciencieusement les tâches mentionnées ci-dessus ? Les ingénieurs ont remarquablement équipé le télescope, justifiant ainsi les 10 milliards de dollars investis. L'écran de protection thermique de l'appareil semble fragile à première vue, mais il est fabriqué en Kapton, résistant avec un revêtement en aluminium et en silicium, capable de supporter des températures allant du zéro absolu jusqu'à plus de 400 degrés Celsius, ce qui correspond à un climat vénusien étouffant. La structure multicouche du matériau protégera l'écran thermique des dommages majeurs causés par les micrométéorites. Grâce aux coutures spéciales, les perforations ne deviendront pas dangereusement grandes. Bien sûr, le composant le plus important du télescope est le miroir segmenté dont le diamètre est de 6,5 mètres. La création d'un objet solide de cette taille a été immédiatement abandonnée,
car en raison de son poids incroyable, aucune fusée n'aurait pu mettre James Webb en orbite. C'est pourquoi les astrophysiciens se sont tournés vers un projet du Pentagone, destiné aux satellites de reconnaissance. En conséquence, le télescope a été équipé d'un miroir segmenté. L'inconvénient provenait des interstices entre les alvéoles, mais en pratique, les erreurs étaient négligeables. Mais savez-vous ce qui est le plus étonnant ? C'est la micromécanique du miroir en beryllium, qui permet de le faire pivoter avec une précision allant jusqu'à 140 nanomètres. Et c'est à peu près la taille du virus de l'immunodéficience humaine. D'ailleurs, cette technologie reste encore classifiée par la National Reconnaissance Office des États-Unis. Quant au reste de l'équipement, le télescope est principalement doté de plusieurs types de spectrographes, d'un capteur de guidage précis et d'une caméra dans le proche infrarouge, capable de détecter la lumière des étoiles les plus lointaines, d'étudier les objets de la ceinture de Kuiper, de nous initier au mystère de la naissance des galaxies et même de cartographier la matière noire. Les spectrographes sont indispensables pour analyser les objets émettant très peu de lumière. Un système unique de micro-obturateurs a été conçu pour surveiller une centaine de ces corps en supprimant la lumière des sources plus lumineuses. Et pour finir, le plus intéressant. Quelle photo le télescope James Webb a-t-il envoyé sur Terre ? Ne soyez pas surpris. Même sans être encore en service, le télescope a déjà pointé son objectif vers les profondeurs de l'espace. Tout d'abord, il s'agit d'un selfie du télescope lui-même, ou plutôt de son miroir principal. Cette photo a clairement montré aux ingénieurs à quel point les segments sont alignés et sur quoi il reste encore à travailler. La prochaine cible de James Webb était une étoile appelée HD 84406, située dans la constellation de la Grande Ourse. Par ses caractéristiques, elle ressemble au Soleil et se trouve à une distance de 260 années-lumière de nous. Les responsables du projet ont choisi cet objet car aucune étoile brillante proche ne risque de gêner les observations. Grâce aux photos obtenues, les scientifiques ont conclu que la caméra fonctionne correctement et ont également décidé dans quelle direction aller pour le réglage ultérieur des miroirs. La photo a été obtenue en mosaïque de 18 parties, car le miroir fonctionne encore comme des cellules séparées. Sur quels objets le télescope portera-t-il son attention lorsque le calibrage de ces segments sera enfin terminé ? Il s'agira des systèmes planétaires d'Eridan et de HR 86799. Concernant le premier, nous savons qu'autour d'une jeune étoile de la constellation d'Eridan, âgée d'environ 20 millions d'années et située à près de 100 années-lumière de nous, orbite au moins une planète appartenant à la catégorie des naines brunes. Qu'est-ce que le système planétaire de HR 86799 ? Elle se trouve dans la constellation de Pégase, à une distance de près de 130 années-lumière du Soleil. Ce système à 3 planètes serait entouré d'un nuage de poussière similaire à la ceinture de Kuiper. L'un des objets a pu être photographié par un télescope chilien, et il s'est avéré que c'est un géant 10 fois plus massif que Jupiter. Les couches externes de l'atmosphère de cet astre sont assez chaudes, plus 800 degrés Celsius. Eh bien, James Webb va examiner de plus près ces systèmes dès juillet, mesurer les spectres des planètes et étudier en détail la composition du nuage de poussière. En ce moment même, le télescope se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, réglant soigneusement ses instruments de recherche pour un travail fructueux et se refroidissant progressivement. Le carburant stocké à bord de l'appareil devrait théoriquement suffire pour 20 ans. À l'origine, il était prévu pour 5 à 10 ans de fonctionnement ininterrompu. Mais une manœuvre réussie lors du lancement a permis de faire quelques économies. Compte tenu de l'emplacement où se trouve l'appareil, il n'est actuellement pas question d'une mission habitée pour le ravitailler ou réparer les instruments qui pourraient en tomber en panne pendant cette période. Ce n'est pas Hubble, desservi plusieurs fois par des navettes. C'est pourquoi les ingénieurs ne font pour l'instant aucune prévision quant à la durée de fonctionnement de James Webb. Qu'attend le monde de ce pionnier scientifique ? Les astronomes espèrent ainsi faire des découvertes incroyables et explorer des recoins de l'univers qu'ils n'avaient jamais imaginés. Et nous suivrons de près le travail de James Webb et espérerons qu'il aura une aussi longue vie que Hubble. L'âge de notre planète est assez avancé, 4,5 milliards d'années. En théorie, la Terre peut encore exister pendant à peu près la même période. Cependant, de nombreux facteurs influencent la durée des temps, la durée de vie. Par exemple, le Soleil.
Les processus qui s'y déroulent y pourraient provoquer une augmentation de la température, créant des conditions incompatibles avec l'existence de l'humanité. La destruction de la planète en tant que telle est une toute autre question. Si par exemple, un trou noir entrait dans notre système solaire, alors notre planète serait simplement divisée en plusieurs morceaux. Il se peut aussi qu'une météorite s'écrase sur la Terre, ce qui entraînerait la disparition de toute forme de vie. Il y a environ 66,5 millions d'années, l'impact d'un astéroïde de 10 km a causé une extinction massive et la disparition des dinosaures. On ne peut pas non plus exclure que la Terre sorte de son orbite. Si l'on y réfléchit, notre planète est absolument sans défense dans cet immense univers. Cependant, même si l'on écarte toutes les menaces cosmiques possibles, il existe une force tout à fait inattendue, capable de détruire notre monde. Avez-vous entendu parler de la théorie du faux vide ? Pourquoi dit-on « faux » ? On suppose que le vide dans notre univers n'est pas véritable et qu'à un moment donné, il pourrait devenir réel. Ce processus s'appelle la désintégration du faux vide. Il conduit à la destruction de l'univers dans son état habituel. Pour mieux comprendre ce processus, voyons d'abord ce qu'est réellement le vide dans l'univers. Créer un vide artificiel est impossible. Nous ne pouvons pas extraire tout l'air et tous les atomes de l'espace. Cependant, certaines parties de l'univers sont extrêmement proches du vide parfait. Il est savamment très probable qu'on puisse le trouver dans l'espace intergalactique. Là-bas, c'est le vide au sens classique du terme, et il n'y a souvent aucun atome de matière ordinaire. On sait que nous ne pouvons pas créer un vide absolu en retirant toutes les particules d'une portion de l'espace. Selon la théorie quantique, il existe dans l'univers des champs dont la valeur change au cours du temps et dépend de la position. Sous l'effet de différentes énergies, des oscillations se produisent dans la zone de ces champs. Même si elles cessent, les champs resteront quand même. Autrement dit, même si le niveau d'énergie des champs est minimal, le terme de vide absolu ne sera pas exact dans ce cas. Le principe d'incertitude de Heisenberg stipule que même à un faible niveau d'énergie, de petites oscillations, appelées fluctuations quantiques, se produisent quand même. Dans une petite zone de l'espace, sur une courte période, des paires de particules apparaissent puis disparaissent. Le fait que les fluctuations quantiques existent est également confirmé par ce que l'on appelle le décalage de Lamb. On supposait auparavant que les électrons de l'atome d'hydrogène situé au niveau d'énergie 2p et 2s avaient le même niveau d'énergie. Cependant, il a été prouvé expérimentalement que ce n'est pas le cas. Cette particularité a été appelée le décalage de Lamb. Quelque temps plus tard, ce phénomène a reçu une explication. On a découvert une interaction entre l'électron et les fluctuations quantiques. Il convient également de rappeler le célèbre effet Casimir. Comme nous le savons, les oscillations des champs se produisent même à l'énergie minimale, comme l'affirme la théorie quantique des champs. En conséquence, des particules virtuelles apparaissent. Si nous parlons du champ électromagnétique, il s'agit alors de photons virtuels dont les ondes peuvent avoir toutes les longueurs d'onde possibles. Il y a 4 ans, un article s'est paru dans une revue scientifique indiquant que des chercheurs avaient tenté d'obtenir une image de l'effet des fluctuations quantiques à l'aide d'un microscope à balayage. Au cours d'expériences ultérieures, il s'est avéré que les fluctuations quantiques influencent même des objets de taille minimale. Il est logique, en abordant la question du vide, d'évoquer également un phénomène tel que l'énergie noire. C'est précisément grâce à elle que l'expansion rapide de l'univers a lieu. Nous n'avons toujours pas déterminé ce qu'elle représente exactement. Nous avons d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet, mais nous voyons déjà ses conséquences. Souvent, lorsqu'on parle de l'énergie noire, on utilise l'expression « l'énergie de l'espace lui-même ». Cela peut être associé à l'énergie du vide. Il est tout à fait possible que c'est ainsi que l'on puisse expliquer la nature de l'énergie noire. Cependant, ce n'est pas si simple. Si l'on considère un seul photon virtuel, il ne joue pas un rôle significatif dans l'augmentation de l'énergie du vide. Mais l'effet devient perceptible si l'on additionne l'énergie de tous les photons virtuels. Ainsi, même dans une partie relativement petite de l'espace, il y aura un niveau d'énergie significatif.
Pour assurer l'expansion de l'univers, il faut une quantité d'énergie inférieure de 120 ordres de grandeur. Mais qu'entendons-nous par le terme « faux vide » ? Nous appelons simplement le vide l'état dans lequel le champ possède la quantité d'énergie la plus minimale. Un système dans le vide est caractérisé par la stabilité. On peut dire que l'univers travaille à atteindre un état de stabilité et à réduire la quantité d'énergie. Si l'on ne peut plus diminuer l'énergie, alors ce phénomène peut déjà être appelé le véritable vide. Cependant, comment allons-nous caractériser une situation où les particules sont dans un état stable, mais où l'énergie peut encore être diminuée ? C'est précisément ce qu'on appelle le faux vide, un état du champ quantique qui correspond à son minimum local. Est-il possible que certaines parties de l'univers ne soient pas dans le vrai vide, mais dans un faux vide ? Si c'est vraiment le cas et que le niveau d'énergie n'a pas encore atteint le minimum, que se passera-t-il avec les réactions chimiques et les objets dans l'univers lorsque ce niveau baissera ? L'univers subira des changements significatifs lors de la transition vers l'état de vrai vide. Cela pourrait entraîner la destruction des étoiles et des planètes avec leurs satellites. Pour l'instant, nous ne parlons que d'hypothèses, mais qu'en est-il réellement ? L'univers est-il vraiment dans un faux vide ? C'est une possibilité. Vous avez sûrement déjà entendu parler du champ de Higgs. La plupart des champs ont un niveau d'énergie minimal et un véritable vide. Mais pour le champ de Higgs, les scientifiques supposent qu'il est instable. Pour ce champ, la valeur moyenne attendue du vide n'est pas nulle. C'est le champ de Higgs qui peut être dans un faux vide. Il possède une barrière spéciale qui empêche la chute de l'énergie et la transition vers l'état de véritable vide. Le champ peut rester dans cet état pendant un temps assez long, mais si des forces extérieures agissent sur lui, alors le niveau d'énergie commencera à baisser. Dans ce cas, les transformations mentionnées précédemment se produiront dans l'univers. Quelle est donc la probabilité d'un tel scénario ? C'est possible, et voici pourquoi. Nous pouvons en apprendre davantage sur la stabilité du vide en comparant deux particules, le quark T le plus massif et le boson de Higgs. Nous connaissons désormais les masses des deux particules. En tenant compte de ces valeurs et du principe d'incertitude, nous pouvons supposer que le vide est caractérisé par une métastabilité. Selon ces données, cela signifie que nous pouvons continuer à exister tranquillement dans un tel univers, dans un état de faux vide, pendant encore très longtemps. Mais si soudainement la désintégration du faux vide se produit, qu'est-ce qui pourrait y contribuer ? Nous avons deux versions. Puisque l'univers est actuellement stable, il faut utiliser de l'énergie pour changer l'état du vide. Si une puissante explosion survient quelque part dans l'univers, une région de vrai vide se formera et s'étendra progressivement pour occuper une grande partie. Cependant, un tel phénomène nécessiterait une quantité énorme d'énergie. C'est précisément pour cette raison que les scientifiques ne pensent pas qu'une telle chose puisse réellement se produire. Mais avec l'effet tunnel quantique, la situation est tout à fait différente. Les particules ne traversent généralement pas les obstacles, mais si l'on se base sur la mécanique quantique, cela devient tout à fait possible. Ainsi, une région de l'univers se formera où le vide véritable existera. Si la taille de cette zone de l'univers est très petite, elle ne commencera pas nécessairement à s'étendre. Mais la probabilité du contraire demeure tout de même. Lors de la désintégration du faux vide, une nucléation peut se produire, c'est-à-dire un changement d'état qui commence à partir d'une petite région apparue à cause de l'effet tunnel quantique. Dans ce cas, la transition de l'univers vers l'état de vrai vide se fera progressivement. Puisque des lois différentes s'appliquent dans la région formée, celle-ci détruira tout sur son passage. Un tel événement se produira probablement tôt ou tard. Nous ne savons pas quand exactement. Les scientifiques ont des avis différents à ce sujet. Le tunnel quantique a peut-être déjà eu lieu quelque part, vu l'immensité de l'univers. Quoi qu'il en soit, tout cela n'atteindra pas notre galaxie de sitôt. Si cette région s'est déjà formée quelque part et se trouve au-delà de l'horizon des événements, alors elle n'atteindra jamais notre planète. En effet, comme on le sait, l'univers a la propriété de s'étendre. Ainsi, il n'y a aucune raison de s'attendre à la fin du monde. Si le vide de notre univers n'est finalement pas faux,
alors un tel destin ne nous atteindra jamais. Des recherches ultérieures apporteront sûrement des éclaircissements sur cette question. Observez les captures d'écran affichées. Ce sont des statistiques YouTube. Que signifient-elles ? Actuellement, 57% des spectateurs de cette chaîne la regardent sans abonnement. C'est là la véritable essence de mon message pour vous. Donc, pour ne pas perdre Hubble de vos abonnements, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton rouge qui ressemble à ceci et se trouve juste en dessous de cette vidéo. La loi de l'univers est simple, souvenez-vous-en, car chacun de vos abonnements est très important pour moi. Plus il y a de spectateurs, plus ils regardent et mettent des likes, plus vite une nouvelle vidéo méga passionnante sortira. À bientôt.